le sommet s'est terminé, pourriez-vous faire le bilan et dire quelles sont les perspectives du développement de l'organisation? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette organisation pour la Russie? Le plus important, partout, c'est le développement économique. Et l'organisation de coopération de Shanghai, justement, réunit les conditions favorables au développement économique de la Russie, son développement social, et ça permet de satisfaire, de parvenir aux objectifs que nous sommes fixés. Et cette organisation de coopération de Shanghai comprend des pays dont la population sur leur territoire regroupe presque la moitié de l'humanité. C'est 25% du PIB mondial. Et ce qui est encore plus important, les économies des pays de cette région, donc des pays qui sont membres de cette organisation, se développent à des rythmes, à des taux qui sont bien supérieurs à ceux des autres régions du monde. J'ai parlé avec le président chinois, avec le premier ministre indien, donc c'est 7% dans un pays, 5% dans l'autre, donc c'est un potentiel qui est énorme. Et donc, le volume des échanges commerciaux avec ces pays augmente rapidement, et si cette dynamique se maintient, et elle va probablement se maintenir, et il y a un certain nombre de circonstances objectives qui le permettent, cela signifie que nous serons avec eux et nous défendrons nos intérêts. Et c'est ça le plus important. Bonjour, Russia. Une question préoccupe beaucoup de gens chez nous, dans notre pays. Les gens sont préoccupés par le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous voyons le plus souvent les frappes, même sur les territoires de la Russie, les attentats sur le territoire russe, et des déclarations agressives selon lesquelles c'est la chute de la Russie qui est l'objectif final de l'Occident et de l'Ukraine, alors que la réaction russe est assez réservée. Là, il n'y a rien de nouveau ici à dire. Je suis même un peu étonné d'entendre votre question. Ça fait 10 ans que les pays occidentaux n'ont cessé de cultiver l'idée de la désagrégation de l'Union soviétique, puis de la Russie. Et j'ai déjà cité certains dirigeants britanniques, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale aussi, après la Deuxième Guerre mondiale. Et déjà, Dzerzhinsky avait déjà indiqué tout cela avec certaines volontés de diviser la Russie. Après, il avait changé lui-même de position. Il avait pensé justement qu'il fallait, au contraire, maintenir la Russie unie face à la Chine. Et donc, nous voyons la politique qu'ils suivent, et nous voyons que ceux-là, ils utilisent des instruments qui sont inacceptables. Ils ont toujours voulu déstabiliser notre pays. Et ça signifie qu'à un moment, il y a eu l'idée justement d'utiliser l'Ukraine pour parvenir à cet objectif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. En vous répondant, je le dis, et il y a une conclusion qui s'impose ici, c'est que pour éviter tout cela, justement, nous avons lancé cette opération militaire spéciale, et un certain pays occidentaux, en particulier les États-Unis, voilà, ils voulaient créer une enclave anti-Russie et secouer, perturber toute cette situation dans notre région. Et c'est justement notre objectif, c'est éviter une telle évolution de la situation. Alors je ne dirais pas que notre réponse est mesurée, mais en tout cas le déroulement de l'opération militaire spéciale, ce n'est pas un avertissement. C'est une opération spéciale au cours de laquelle nous voyons les tentatives qui sont faites de mener des attentats sur notre territoire, contre notre infrastructure, contre nos citoyens. Effectivement, nous
répondant pour l'instant de façon mesurée, mais bon, notre armée a effectué certaines frappes. Considérons que ce sont des avertissements. Mais effectivement, si ça continue, la réponse sera plus grande. Concernant les attentats, oui, effectivement, c'est une méthode gravissime qui est utilisée. Nous avons vu ce qui s'est fait sur les territoires libérés. Et il y a eu des tentatives sur le territoire de la Russie, et y compris, je ne sais pas si ça a été dit publiquement ou pas, mais en tout cas, il y a eu des tentatives de mener des attentats, pas seulement sur les sites nucléaires, mais en tout cas autour de nos centrales nucléaires, sur le territoire de la Russie. Et je ne parle pas de la centrale de Zaporozhye ici. Donc nous suivons très attentivement et nous prenons les mesures nécessaires pour éviter que la situation ne dégénère. Mais en tout cas, une réponse suivra s'ils ne comprennent pas que ces méthodes sont inadmissibles. Ces méthodes ne se distinguent en rien, finalement, de celles des terroristes. Bonjour, Russie 1, Kiev a présenté récemment le projet des garanties de la sécurité à l'Ukraine. Oui, je voudrais dire encore une chose. Vous avez dit que nous voyons une activité là et de l'autre côté, mais les autorités de Kiev ont dit qu'ils avaient lancé une contre-offensive active. On verra ce que ça donne. À vous. Kiev a présenté récemment le document, le projet des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Quel commentaire pourriez-vous donner? Quelle évaluation à ce projet? Franchement, j'en ai pas pris connaissance. Je n'ai pas vu ce que cette fois-ci ils ont proposé, mais on avait commencé par ça. Quand il y avait des négociations avec les autorités de Kiev, et justement nous nous étions arrêtés dans ces négociations à Istanbul sur ce fameux projet de négociation. Donc ensuite nous avions retiré nos troupes de Kiev pour réunir justement les conditions favorables, et eux-mêmes avaient renoncé. À ces propositions, ils avaient dit qu'il n'y avait aucun accord possible avec la Russie, mais qu'ils chercheraient à remporter la victoire sur le terrain. Donc voilà, c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment, en menant cette contre-offensive. Nous verrons comment cela va se finir. En ce qui concerne les garanties de sécurité, dans l'ensemble, il y avait des garanties très strictes que nous avions proposées de notre part, de la part des pays de l'OTAN, au niveau régional avec l'implication de la Turquie. Et en gros, nous étions d'accord. Il y avait certains points sur lesquels il fallait encore travailler un peu, mais en tout cas, c'était une exigence importante. Donc les autorités de Kiev elles-mêmes ont mis ça de côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont inventé à la place, parce que leur position, quasiment sur chaque point, change presque chaque jour. Donc il faut regarder. D'ailleurs, je tiens à rappeler à cette occasion que, avant même le début du lancement de l'opération militaire spéciale, quand nous avions parlé des principes de sécurité et de garantie de sécurité pour la Russie, personne n'avait estimé nécessaire de réagir, malheureusement. Monsieur Poutine, bonjour.
TASS. Comment évaluez-vous le déroulement de l'opération militaire spéciale? Est-ce qu'il faut la corriger? Il n'y a pas de correction à apporter à ce plan. L'état-major, au cours de l'opération, au cours de son déroulement, prend des mesures. Il réagit en fonction de la situation. Le but principal demeure le même, c'est la libération du Donbass. Ce travail se poursuit, malgré les tentatives de contre-offensive qui ont été faites par l'armée ukrainienne. Mais notre opération dans le Donbass, elle ne cesse pas, elle continue. Elle avance à petits pas, mais en tout cas, progressivement, ça avance et l'armée russe occupe de plus en plus de territoires. Donc ce n'est pas toute notre armée qui lutte ici, c'est une partie, ce sont les contractuels qui travaillent ici, ceci est lié à un certain nombre de paramètres clairs au niveau des effectifs, mais sur cette partie de l'opération, en fait, il n'y a pas de véritable changement. Au fond, ce que l'état-major considère peut-être d'appuyer plus à tel ou tel endroit, mais en tout cas, l'objectif final n'a pas changé et l'opération continue. RIA Novosti. Monsieur Erdogan a-t-il fait la proposition pour votre réunion avec Zelensky? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a fait la proposition d'avoir une réunion avec Zelensky? Il le propose tout le temps, vous savez, depuis longtemps. Et il n'y a rien de mal là. Le président turc apporte une contribution significative dans la normalisation, notamment en matière sur la question alimentaire, avec autour des céréales ukrainiennes. Et je dirais que c'est en grande partie le fruit de son travail. Donc effectivement, sa contribution est importante sur des questions qui sont graves autour de cette crise. Et c'est tout à fait logique, effectivement, qu'il propose une rencontre avec le président Zelensky, parce qu'il escompte que cela pourra apporter un résultat positif. Quelles sont les conditions sur lesquelles un dialogue avec l'Ukraine est possible? Mais c'est eux qui refusent. La première condition, pour qu'il puisse alors, le président Zelensky l'a dit publiquement, je ne sais pas où, en tout cas il l'a dit publiquement, il a dit qu'il n'est pas prêt et qu'il ne veut pas discuter avec eux. S'il n'est pas d'accord, il ne faut pas. Vous avez déjà parlé de votre réunion avec M. Erdogan. De quoi avez-vous discuté, notamment dans le sujet des céréales? Est-ce que les céréales vont parvenir aux pays les plus pauvres? En ce qui concerne, je ne sais pas ce qu'on a dit au sommet, ce que je dis. Ça a été entendu pour la presse ou pas? Alors, je vais me répéter. La première chose, c'est que le Premier ministre Erdogan était l'initiateur de cette idée. Et l'ONU avait donc proposé ça, et lui, il a concrétisé cette idée. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plutôt les chiffres d'hier ou d'avant-hier, il y a eu 121 navires sortis des ports ukrainiens, et sur 120 bateaux, il n'y en a que 3 qui ont été dirigés dans les pays pauvres pour le programme alimentaire de l'ONU. Environ 35, peut-être plus maintenant, de la céréale évacuée, exportée d'Ukraine sont arrivés dans les pays de l'Union européenne. Alors c'est sûr que ce n'est pas les pays les plus pauvres. Et il n'y a que 4,5% qui sont allés dans les pays les plus pauvres selon le programme alimentaire de l'ONU. Et le Premier ministre Erdogan, dans notre discussion bilatérale, a justement soulevé cette question. On a parlé du volume total qui est dirigé vers les pays pauvres. Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Notre responsabilité, c'est d'assurer l'acheminement de ces navires. Et c'est ce que nous faisons en partenariat avec l'ONU et les autres partenaires de ce programme. Donc nous sommes
Donc l'objectif, c'était justement, de toutes ces discussions, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait cet acheminement des céréales. Le secrétaire général de l'ONU, je sais que sincèrement, lui, il fait les efforts nécessaires, mais je vois que lui non plus n'y arrive pas pour l'instant. En ce qui concerne l'évacuation pour la livraison de nos engrais, il y a encore une décision monstrueuse, je dirais, de la part de la Commission européenne. C'est honteux. Lever les interdictions sur l'achat de nos engrais, mais seulement pour les pays de l'Union européenne. Et alors les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Et toute cette rhétorique d'efforts communs visés pour éviter la faim dans le monde, dans les pays les plus pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du bluff tout ça? C'est simplement pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, alors que ce sont des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur domaine. Et cette question alimentaire, cette question énergétique aussi, tout cela, c'est eux qui l'ont fait. Et donc maintenant, ils résolvent cette question aux dépens des autres. Alors, j'espère que le bon sens va triompher, et notamment au sein de la Commission européenne, pour corriger cette situation. Je considère que c'est une erreur, et c'est la même chose sur l'exportation des engrais russes. Regardez, la Biélorussie est un des plus grands pays producteurs d'engrais au monde. Alors, on a levé les sanctions contre nos engrais. D'ailleurs, les Américains ont été le premier à le faire. Les Américains sont un peuple très pragmatique. Si on revient, pour revenir aux céréales ukrainiennes, qui les transporte? Ce sont principalement des sociétés américaines. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de terres en Ukraine qui ont été vendues aux Américains. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'on portait nos discussions. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que donc il y a eu des levées de sanctions contre nos engrais, mais le problème, c'est qu'on peut toujours pas les affréter, les assurer, les interdictions d'escale dans nos ports pour les bateaux étrangers sont interdits aussi. C'est pareil pour les règlements financiers. Ils connaissent tout bien tous ces problèmes. Ils savent. Ils disent oui, nous allons résoudre les problèmes. Il faut rendre hommage au secrétaire général de l'ONU. Il essaye justement de résoudre la question. Il est en contact avec tous les participants de ces discussions. Pour l'instant, il n'y a pas encore le succès escompté, mais espérons que ces discussions du secrétaire général, nous sommes prêts à vendre, nous pouvons vendre, et nous vendrons tous nos produits. Il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais le problème, c'est que si on continue comme ça, nos produits n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous, on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc, ils ne veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on ne va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. À quoi bon tout ça? Donc c'est du bavardage au niveau des pays les plus riches. Et dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai quand même l'impression que, en particulier les pays européens, ce sont d'anciennes puissances coloniales et qui ont conservé ce paradigme de philosophie coloniale de vivre aux dépens des autres. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce paradigme dans leur politique pratique concrète tous les jours. Donc je pense qu'il est temps de mettre fin et de tirer les conclusions qui s'imposent ici de façon beaucoup plus civilisée. Votre réunion bilatérale avec le chef chinois, étant donné l'atmosphère très compliquée actuelle sur la planète, tout le monde a suivi cette réunion. Quels sont les résultats principaux? Il n'y avait pas de choses plus importantes aujourd'hui. Simplement, c'était une discussion
habituel, ordinaire entre nous. Il y a longtemps que nous n'avions pas eu de discussion en vis-à-vis. Et après l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, et nous avons constaté encore une fois l'augmentation du volume des échanges. L'an dernier, j'avais dit, nous avons 140 milliards l'an dernier, et nous voudrions arriver à 200 milliards de dollars. Alors peut-être que c'est un objectif éloigné, mais cette année, nous avons déjà obtenu 180, voire peut-être 190 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et finalement, donc cet objectif de 200 milliards qu'on s'était fixé, il est finalement assez proche. Et ça, c'est le plus important. Nous avons parlé justement de ce qu'il faut faire en plus pour que cet échange se poursuive. Quelles sont les conditions que nous devons réunir ici, lever certaines restrictions administratives, éviter tous les conflits commerciaux qui peuvent exister en présence de nos partenaires. Donc il y a un certain nombre de restrictions qui nous sont imposées et qui sont illégitimes. Et donc, il faut bien que nous régissions à cela. Nous avons parlé de ça, donc nous avons parlé aussi des règlements financiers dans les devises nationales. Ça n'avance pas aussi vite que nous voudrions, mais en tout cas, ça progresse. Nous avons parlé des grands projets que nous mettons en œuvre, des projets d'infrastructure qui doivent permettre de débloquer les flux de produits. Vous souhaitez vendre votre voiture? Recevez une offre en ligne maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Oui, voilà, c'est surtout de ça que nous avons parlé. Bien évidemment, il y a des questions liées aux différentes crises dans une atmosphère bienveillante et tout à fait de compréhension, monsieur. Je vous propose qu'on termine. Allez-y. J'ai encore d'autres choses à faire. Vesti FM Mayak. Le ministère des Finances américain a augmenté le nombre des personnes qui font l'objet des sanctions. Et l'âge a été modifié, le caractère de leur travail. Quelle limitation? L'âge, je parle de l'âge. Je vais expliquer. Je n'avais pas compris pourquoi. Il y a Maxime Oreshkin qui fait objet de ces sanctions, votre aide, mais... Maxime Oreshkin, qu'est-ce qu'il a? Il est sous sanction maintenant. Il est sous sanction? C'est probablement parce qu'il a rencontré Erdogan. Voilà, il a rencontré Erdogan et tout de suite il a été placé sous sanction. En ce qui concerne l'âge, il y a Maria Belova, ombudsman pour les enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé les enfants ukrainiens. C'est la formule choisie par les Américains. Et Ramzan Kadyrov et ses enfants, mineurs 3 sur 4. Ses enfants mineurs? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça vient d'arriver. J'étais occupé par d'autres questions, donc je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est de la schizophrénie. Parce que des enfants mineurs, sous sanction, là, ça dépasse les bornes. Ils ont cessé de comprendre ce qu'ils font. En ce qui concerne notre ombudsman sur les droits des enfants, comme nous le savons, elle s'est occupée, et elle continue, que Dieu l'aide, et qu'elle continue à s'occuper de l'évacuation de nos enfants des zones de combat, de Syrie, d'Irak, des enfants qui, en fonction de différentes circonstances, se sont retrouvés abandonnés. Donc c'est une mission très noble. Ces gens-là risquent leur vie. Évidemment, elle a évacué des enfants des zones de combat et dans le Donbass notamment. Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est merci, s'incliner devant elle. Et les sanctions, alors c'est la première fois que j'en entends parler et je trouve ça scandaleux. Permettez-moi. Allez, on va finir. La dernière question. Allez-y. Merci. J'ai une question sur la situation
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À votre avis, à présent, y a-t-il des tentatives de la part des autres pays d'influencer cette situation dans le Haut-Karabakh, tant que Moscou est occupé par l'opération militaire spéciale en Ukraine? Est-ce que la Russie a assez de ressources pour continuer à faire une influence sur les collègues pour avoir la paix? Oui, vous avez vu, donc le dernier incident n'a finalement rien à voir avec le Karabakh, c'était dans une autre région. C'était la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et nous regrettons cela. Il y a eu des victimes. Mais en tout cas, sous l'influence de la Russie, heureusement, ce conflit a été localisé. Donc voilà votre question sur les ressources. Une question sur G20. Aujourd'hui se termine le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais il y aura bientôt la réunion sur le G20. Est-ce que vous allez visiter l'Indonésie? Est-ce qu'il y a de l'incertitude? Je vais regarder, je suis déjà allé à Bali, c'est très joli, c'est beau là-bas, mais la question c'est pas ça. On va voir comment la situation va évoluer ici, sur le plan économique, dans différents domaines. Donc évidemment, je suis invité à me rendre au G20. Le président m'a informé personnellement quand il est venu à Moscou, il m'a appelé encore, il m'a dit n'oubliez pas, donc il y a une certaine pression de sa part, donc sa position est claire, nous voulons vous voir à ce sommet. Donc je vais regarder, nous allons décider. La Russie y participera. Allez, c'est la dernière question, parce que vous êtes nombreux, moi je suis tout seul. RT International, bonjour, merci beaucoup. Vous venez de parler des navires avec des céréales qui sont allés en Europe, alors que la crise alimentaire n'a pas lieu en Europe, mais elle a lieu autre part. Récemment, il y a eu cette question européenne pour résoudre la crise énergétique. Il y a des comptes très importants, des tarifs très élevés pour l'énergie. Donc, il a été proposé d'envoyer à vous personnellement. Que pensez-vous de cette proposition? Je n'ai pas entendu parler de ça. Une nouvelle fois, c'est une tentative de rejeter la responsabilité ou la douleur du malade sur les autres malades. Ici, la crise énergétique en Europe, elle n'a pas commencé avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, dans le Donbass. Elle a commencé bien avant, au moins un an, voire plus. Elle a commencé, aussi curieux que cela puisse paraître, par la question de la transition verte. Évidemment, il faut se préoccuper du climat. Effectivement, il y a un point de non-retour quand le climat se change de telle façon qu'on ne peut plus, on ne pourra plus arrêter ce processus. Il faudra aller voir sur une autre planète du système solaire, où peut-être il y avait eu la vie selon les scientifiques autrefois. Mais aujourd'hui, il fait 500 degrés, c'est pas invisible. Et bien évidemment, personne ne veut ça. Mais il faut le faire de façon progressive. Pour cette politique dans une conjoncture très définie, ils ont commencé les banques ont cessé de donner des crédits pour le secteur des hydrocarbures. Le gouvernement a cessé de donner des terres. Ils ont cessé de financer les constructions dans le domaine des infrastructures pétrolières. Donc, ils arrêtent ces infrastructures. Mais cela s'est passé déjà il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on voit que les prix ont augmenté, par exemple sur le gaz, aux États-Unis. Mais l'extraction augmente aussi, mais pas autant que si vous voulez, parce que les banques ont peur de donner des crédits. Vous comprenez que les spécialistes, les experts comprennent très bien. Mais ces déclarations populistes qui disent c'est lui le coupable, allez voir, ça c'est simplement pour se protéger de l'indignation de leur propre population. Ça c'est le premier point.
Donc, c'est des points de repère qui sont faux. On a anticipé alors qu'on n'était pas prêt à répondre aux défis de l'énergie verte face aux quantités immenses qui correspondent aux besoins de l'économie. Donc l'économie, elle croît et il y a moins d'énergie pour répondre à ces besoins. Le deuxième point, sur le gaz. On avait cherché à convaincre les Européens, leur disant, ne regardez pas sur les prix du marché. Je l'ai dit, je le répète, Gazprom a besoin d'investir des milliards dans les nouvelles exploitations dans l'espoir qu'il vendra ce gaz. Et c'est là l'intérêt de conclure des contrats à long terme. C'est une garantie pour ceux qui produisent et pour ceux qui achètent. Et alors ils disaient non, que c'est le marché qui régule. On leur avait dit mais non, faites pas ça, il va y avoir des conséquences qui seront graves. Et en fait, ils nous ont forcés. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire le prix des contrats, il y a une petite part du prix spot, ils nous ont forcés à faire cela. Et Gazprom était obligé, dans le gaz, de compter pas seulement le panier énergétique, mais aussi les prix spot. Donc le spot augmente et donc le prix à long terme, et nous on y est pourquoi là-dedans? Ça c'est la première chose. Deuxièmement, je l'ai dit souvent. Gazprom ne fournit pas de gaz. Mais vous êtes normaux ou quoi? La Pologne a mis sous sanction le gazoduc Yamal Europe. Et Scholz m'a appelé. Il dit appelez Varsovie, dites-leur qu'ils ouvrent l'itinéraire. Mais c'est tout. Le deuxième point. 2 itinéraires sur le territoire de l'Ukraine. Et donc l'Ukraine a fermé, elle leur prend de l'armement et elle a fermé un des 2 itinéraires. Et encore 25 milliards de fermés. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les milliards, mais je parle des itinéraires. Appelez Kiev, dites-leur, c'est à eux d'ouvrir. Et puis, enfin, par exemple, Nord Stream 1, il y a une turbine qui est en panne, puis une autre. C'est pas nous qui les mettons en panne. Alors, il y avait des opérations de maintenance qui étaient prévues, un contrôle technique. On a découvert, en présence des spécialistes de Siemens, on a vu des fuites d'huile. Donc, ils ont fixé, ils ont signé les comptes rendus, ils ont dit, il faut faire des réparations pour éviter une explosion. Donc on a apporté ça et après on dit Gazprom ne récupère pas la turbine. Bon, on l'a dit souvent, Gazprom, pour l'entretien des turbines, a un contrat non pas avec Siemens, mais avec sa filiale. Et la filiale en Grande-Bretagne doit délivrer des documents sur lesquels tout est fixé, parce que les turbines, c'est notre propriété. Et on ne sait pas. Et si Gazprom veut revendre cette turbine, par exemple en Iran ou ailleurs, ça veut dire que l'état technique est bon. Mais la filiale de Siemens en Grande-Bretagne ne nous donne rien. Ce n'est que du blabla. C'est là le problème. Et en plus, il fallait apporter des changements par un avenant au contrat, parce que la turbine était arrivée en Allemagne, mais on disait mais il fallait qu'elle vienne à Saint-Pétersbourg. Alors on pourrait dire c'est un détail, mais si, en réalité c'est important. Est-ce que c'est nous qui avons inventé tout ça? Donc Nord Stream 1 a été coupé. Alors si c'est si pénible, mais lever les sanctions sur Nord Stream 2, 55 milliards de mètres cubes par an. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Non, ils ont fermé eux-mêmes, ils ferment là-bas, ils ferment ici. Donc, ils ont mis ça sous sanction, un gazoduc sous sanction. Et ils ne veulent pas l'ouvrir. Est-ce que c'est notre faute? Qu'ils réfléchissent eux-mêmes,
qui est coupable de quoi et qu'ils ne rejettent pas leurs propres responsabilités. Gazprom et la Russie a toujours respecté ses obligations et elle le fera toujours dans le cadre des accords qui ont été conclus. Il n'y a jamais eu aucun pépin. Je vous remercie.